Salut à toi, cher auditeur. On se plonge aujourd'hui dans l'essentiel de Gary Keller et Jay Papasan. Ah oui, un livre culte pour la productivité. Ouais, c'est un peu la Bible de la productivité. On va essayer de décortiquer ensemble les idées clés et surtout voir comment tu peux les appliquer dans ta vie pour être plus efficace. Ça marche. C'est parti. Alors déjà, le titre est assez clair, l'essentiel, c'est tout un programme. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Keller et Papasan, ils remettent en question pas mal d'idées reçues sur la réussite. Ouais, par exemple. Le mythe du multitâche, tu sais, faire plusieurs choses à la fois pour être plus productif. Ah oui, ça. On nous a tellement vendu ce truc. Sauf que selon eux, c'est contre-productif. Intéressant. Et ils disent quoi sur l'équilibre vie pro-vie perso? Pareil. Ils remettent en question cette idée de toujours chercher l'équilibre parfait entre le travail et la vie privée. Ah bon. Pourquoi? Pas parce que selon eux, c'est une illusion. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on n'est plus focalisé sur le travail, d'autres sur la famille. L'important, c'est de s'adapter et de faire des choix conscients. Ouais, je comprends. En fait, ils prônent plutôt une approche flexible. Exactement. Et il parle aussi de la peur de voir grand, tu sais. Ce sentiment de se limiter, de ne pas oser rêver grand. Oui, je vois. C'est vrai que ça peut être un frein à la réussite. Eh bien, Keller et Papasan nous encouragent à sortir de notre zone de confort, à oser viser haut. Concrètement, ils donnent des outils pour ça. Oui, bien sûr. Un des outils les plus puissants du livre, c'est la question déterminante. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est quoi déjà? En gros, c'est se poser la question. Quelle est la chose la plus importante que je peux faire maintenant, qui rendrait tout le reste plus facile, voire inutile? Attends, je note tout fait. C'est important ça. Carrément. Et l'idée, c'est d'appliquer cette question à tous les domaines de notre vie. Le travail, la famille, les finances, la santé. Waouh, c'est un sacré challenge. Oui, mais c'est un challenge qui peut transformer notre vie. Ouais, j'imagine. Bon, et sinon, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre? Pas mal de choses, mais je dirais l'idée de l'effet domino appliqué à la réussite. L'effet domino. C'est Hop. intriguant ça. Oui, ils utilisent la métaphore des dominos pour expliquer comment une série d'actions ciblées peut entraîner une réaction en chaîne et nous propulser vers le succès. Donne-moi un exemple. Ils parlent du record du monde de dominos à Leeuwarden, aux Pays-Bas, avec plus de 4 millions de dominos qui tombent en cascade. Wow, impressionnant. Et imagine l'énergie libérée. Ils ont calculé que ça représentait 94 000 joules d'énergie. Ah ouais, quand même. Et ils poussent le concept encore plus loin, en imaginant une progression géométrique des dominos. C'est-à-dire? Chaque domino est 50% plus grand que le précédent. Tu vois le truc? Ouais, je commence à visualiser. Eh bien, au bout de 32 dominos, on arrive à un domino plus haut que le mont Everest. N'importe quoi. C'est dingue ça. C'est une image puissante qui montre la force exponentielle des actions bien enchaînées. Ouais, c'est clair. Mais concrètement, comment on applique cet effet domino dans notre vie? En identifiant notre essentiel, notre objectif principal, et en enchaînant les actions qui nous rapprochent de cet objectif. Comme une série de dominos qui nous mènent vers la réussite. Exactement. C'est une bonne image pour visualiser l'impact de nos actions. Et pour maximiser cet impact, Keller et Papasan insistent sur l'importance de bloquer du temps dans notre agenda pour se consacrer à notre essentiel. Ouais, le fameux time blocking, bloquer du temps pour travailler sur notre priorité absolue. Exactement. Il conseille de bloquer au moins 4 heures par jour. 4 heures, c'est beaucoup quand même. Ça peut paraître beaucoup. Oui, mais c'est un investissement qui peut générer des résultats considérables. Ouais, je vois. Mais comment on fait pour rester motivé pendant ces 4 heures? Il donne plusieurs conseils, mais l'un des plus efficaces, c'est l'astuce du calendrier de Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, le comique. Oui, lui-même. Il avait une technique toute simple pour rester constant dans son travail d'écriture. Chaque jour où il écrivait, il faisait une grosse croix rouge sur son calendrier. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Et le but, c'était de ne pas casser la chaîne, de voir cette série de croix rouges qui s'allongeait de jour en jour. Ouais, c'est motivant. Visuellement, on voit notre progression. Exactement. Ouais. Et ça nous incite à continuer à ne pas abandonner. C'est malin. Ah. Ah bon. Et sinon, le livre parle aussi de la discipline. Oui, bien sûr. La discipline est essentielle pour atteindre nos objectifs. Mais attention, Attention à quoi? le livre ne prône pas une vie de discipline stricte et constante. Ah bon. Non, l'idée, c'est plutôt de se concentrer sur la construction d'habitudes, une par une. Ouais. C'est plus réaliste, plus accessible. Exactement.
Et le livre mentionne une étude qui montre qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne une habitude. Fois 106 jours. C'est long. Ça peut paraître lent, oui, mais une fois que l'habitude est ancrée, c'est beaucoup plus facile de la maintenir. Ouais. C'est comme le sport. Au début, C'est difficile de se motiver. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça devient naturel. exactement. Et pour nous aider à rester focalisés sur notre essentiel et à construire les bonnes habitudes, Keller et Papazin nous présentent les 3 engagements clés du livre. Ah oui, les 3 engagements. C'est quoi déjà? Suivre la voie de la maîtrise, passer de et à des et accepter le cycle de la responsabilité. Ok, ça me dit quelque chose. Mais j'avoue que j'ai besoin d'un rappel. Pas de problème, commençons par suivre la voie de la maîtrise. Allez, en gros, il s'agit d'adopter une vision à long terme et de se concentrer sur le développement de nos compétences pour atteindre l'excellence dans notre domaine. Donc c'est pas la recherche du résultat immédiat. Non, pas du tout. La maîtrise, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance. Ouais. C'est pas le tout de suite, quoi. Exactement. Le livre mentionne d'ailleurs la fameuse règle des 10 000 heures. Ah oui, la règle des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures de pratique pour devenir expert dans un domaine. C'est l'idée générale. Oui, Et attention. attention à quoi? La règle des 10 000 heures est souvent mal interprétée. Il ne s'agit pas de faire 10 000 heures de n'importe quoi. Ah bon? Non, il faut que ce soit une pratique délibérée, C'est-à-dire? une pratique ciblée avec un objectif précis et une analyse régulière de nos erreurs pour s'améliorer. Donc c'est pas juste une question de quantité. Non, la qualité de la pratique est essentielle. C'est ce qui distingue un expert d'un amateur. Je comprends. Et en lien avec l'essentiel, comment ça se traduit? Eh bien, le fait de bloquer 4 heures par jour pour travailler sur notre priorité, ça nous met sur la bonne voie pour accumuler ces heures de pratique délibérées. Ah oui, je vois. On se donne les moyens de devenir expert dans notre domaine. Exactement. Passons maintenant au deuxième engagement. Passer de et à da. Allez, vas-y. Cet engagement, il nous invite à passer d'une approche entrepreneuriale à une approche déterminée. Entrepreneurial et déterminé. Ok. Au début d'un projet, on est souvent dans une phase. On déborde d'enthousiasme, d'idées. On a envie de tout tester, de foncer tête baissée. Ouais, je connais ça. Mais cette approche a ses limites. On risque de se disperser, de manquer de focus. Ouais, c'est vrai. Et c'est là qu'intervient la phase alassa, la phase déterminée, quand on a identifié notre essentiel et qu'on se concentre sur les actions qui nous rapprochent de notre objectif. On devient plus sélectif, plus rigoureux. Exactement, on vise l'excellence, on sort de notre zone de confort pour apprendre et développer de nouvelles compétences. On passe à la vitesse supérieure. C'est ça. Et enfin, le troisième engagement. Accepter le cycle de la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de prendre conscience du lien entre nos actions et nos résultats. On arrête de rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances. On se responsabilise. Exactement. On devient maître de notre destin. On reconnaît nos erreurs. On apprend de nos échecs et on continue d'avancer. C'est ça. C'est une attitude qui demande du courage, de l'humilité, mais qui est essentielle pour progresser et s'accomplir. C'est clair. Le livre donne l'exemple de 2 cadres face à un marché en pleine mutation. J'imagine que l'un des deux, il est dans le déni. Il refuse de se remettre en question. Oui, il blâme le contexte extérieur pour ses difficultés. Tandis que l'autre cadre, lui, il adopte une attitude responsable. Il cherche des solutions. Il s'adapte à la nouvelle situation. Et il finit par rebondir. Exactement. C'est un exemple parlant qui montre l'importance de la responsabilité, quel que soit le domaine de notre vie. Ouais, c'est vrai. Et pour nous aider à rester responsables, Keller et Papazin recommandent de partager nos objectifs avec quelqu'un. Un coach, un mentor, un ami. Oui, l'idée, c'est d'avoir une personne qui nous soutient et nous encourage à tenir nos engagements. C'est pas bête. Et pour conclure sur ces 3 engagements, je pense qu'il est important de souligner qu'ils ne sont pas linéaires. C'était... Ce ne sont pas des étapes à franchir les unes après les autres, mais plutôt des principes à appliquer en permanence, tout au long de notre vie. Ouais. La réussite, c'est un processus continu. Exactement. Un marathon, pas un sprint. C'est bien dit. On a parlé des 3 engagements. Mais il y a aussi ces fameux 4 voleurs de productivité qui peuvent nous freiner dans notre élan. Ah oui, ces voleurs, on les a déjà évoqués, mais on peut les décortiquer un peu plus en détail si tu veux. Carrément. Commençons par le premier. La capacité à dire non. Ouais, la capacité à dire non, c'est un piège dans lequel on tombe facilement. Ah oui. On veut faire plaisir à tout le monde. On accepte toutes les sollicitations. Et on finit par se noyer sous les demandes. Exactement. On devient esclave de l'urgence. On réagit sans cesse au lieu d'agir de manière proactive. On se laisse déborder. Carrément. Et le livre, il donne une anecdote assez frappante pour illustrer ce piège.
C'est l'histoire de cette femme qui rêvait de faire carrière, mais qui était constamment freinée par sa famille. Oui, exactement. Elle avait un potentiel énorme, mais elle n'arrivait pas à avancer, parce que son entourage ne la soutenait pas dans ses aspirations. C'est un exemple qui montre bien l'impact de notre environnement sur notre réussite. Ouais, c'est clair. Et pour revenir à l'incapacité à dire non, le livre insiste sur l'importance de fixer des limites claires. De dire stop quand c'est trop. Exactement. Et aussi de communiquer efficacement nos priorités, pour éviter les malentendus et les frustrations. En gros, apprends à dire non pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment. C'est ça. Bon, passons au deuxième voleur, la peur du chaos. Ah oui, ce besoin de tout contrôler. Oui, de tout planifier à la minute près. Ce qui nous conduit souvent à nous perdre dans les détails. Exactement. On perd de vue la vision d'ensemble. Et on stresse pour rien. C'est ça. Alors que le livre, il nous invite à accepter l'idée que l'imperfection fait partie du processus. Lâcher prise, quoi. Oui. Déléguer, faire confiance aux autres, accepter qu'il y aura toujours des imprévus. Apprendre à naviguer dans l'incertitude. Exactement. Sans se laisser submerger par le stress. Et le livre, il dit même que le chaos, ça peut être source de créativité. Ah oui, c'est vrai. En sortant de notre zone de confort, en embrassant l'inconnu, on peut découvrir de nouvelles solutions. Des nouvelles perspectives. Exactement. Alakir. On passe au troisième voleur. La mauvaise hygiène de vie. Ah, celui-là, on le connaît tous. Manque de sommeil et mauvaise alimentation. Manque d'exercice. On sacrifie notre santé pour être plus performant. Sauf que c'est une illusion. Le livre, il insiste sur l'importance de prendre soin de soi. Dormir suffisamment, manger sainement, faire du sport. Exactement. S'accorder des moments de repos, de détente, Pour recharger les batteries, quoi. Oui. pour être au top de notre forme physique et mentale. Et enfin, le quatrième voleur. Un environnement qui ne soutient pas nos objectifs. Ah oui, l'entourage. C'est crucial. Un entourage négatif. Un environnement de travail qui ne nous stimule pas. Tout ça, ça peut nous freiner dans notre quête de l'excellence. Le livre, il cite d'ailleurs des recherches qui montrent l'impact de notre cercle social sur nos comportements. Ouais, on a tendance à adopter les comportements des personnes qu'on fréquente le plus. Donc il faut bien choisir son entourage. Carrément. S'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut. Créer un écosystème de réussite. Exactement. Voilà pour les 4 voleurs de productivité. Eh bien, on a fait le tour de l'essentiel. Ouais, je crois qu'on a bien décortiqué le livre. En tout cas, c'est un livre qui donne des clés concrètes pour améliorer sa productivité. Oui, et pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, cher auditeur, si tu veux booster ta productivité, n'hésite pas à lire L'Essentiel de Gary Keller et Jay Papasan. Et surtout, n'oublie pas, identifie ton essentiel et mets toutes les chances de ton côté pour l'atteindre. On te remercie de nous avoir suivis pour ce deep dive. À bientôt pour de nouvelles explorations.